Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Politicus. Je suis Leonardo Gomez-Mareca, le président des Jeunes Verts Libéraux Fribourg, pas un journaliste donc et pas neutre non plus. Pour ce troisième épisode de Politicus, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Johanna Gapani, députée au Conseil des États pour le canton de Fribourg. Elle est engagée au sein du PLR, elle est d'ailleurs la vice-présidente de ce dernier. Et depuis décembre 2019, elle est la plus jeune députée au Conseil des États du pays. Dans cet épisode, nous allons aborder une multitude de thématiques. Nous allons parler notamment de la transition énergétique en rouvrant le débat notamment sur le nucléaire. Nous allons parler de la guerre en Ukraine. Nous allons parler de crise démocratique. Nous allons parler de l'avenir également du PLR. Merci à toutes et à tous. Vous écoutez Politicus. La première question concernant finalement l'implication de la population dans le politique. C'est-à-dire qu'on a cette impression que la population se désintéresse, voire se méfie du monde politique. Je mets cette thèse en avant notamment du fait du nombre de participations assez petit de la population lorsqu'il s'agit d'élections, lorsqu'il s'agit d'initiatives fédérales. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a un recul, une méfiance, un désintérêt, un manque d'envie peut-être de la population? Est-ce que c'est la faute des élus? Est-ce que c'est la faute des gens? Que pensez-vous? Alors d'abord, je ne mêlerai pas les deux entre élection et votation. Je pense qu'il y a là une distinction à faire. Et on se rend compte que dans le cadre des votations, par exemple, c'est assez peu élevé finalement le nombre de personnes qui ne va jamais voter. Et donc, il y a tout le temps un sujet qui intéressera quelqu'un. Et c'est ça qui est important finalement, c'est que sur l'année, vous irez voter sur un des sujets parce que ça vous intéresse. Alors moi, je peux comprendre. Quand on parle d'une réforme fiscale comme on en a connu, finalement, il n'y a pas tout le monde qui a envie de se pencher sur le petit bulletin du Conseil fédéral, de tout lire et puis d'aller voter. Ça peut arriver. Par contre, cette personne, elle ira voter sur une autre modification ou sur, quand on vote sur des initiatives comme 5 semaines de vacances ou d'autres qui étaient un petit peu plus attractives parfois du point de vue de la population. Au niveau des élections, c'est clair que c'est notre rôle en tant que candidat, en tant qu'élu, d'intéresser les gens et puis de parler de sujets qui les concernent parce que ils ont une réalité, ils doivent y faire face et on se rend bien compte qu'en fonction de votre génération, de votre profession, de votre vie, de vos défis, ben, vous n'avez pas les mêmes préoccupations et vous n'avez pas le même intérêt pour tous les sujets politiques. Par contre, je pense on a la chance d'être dans un système de milices, d'être dans une démocratie et ce sont des systèmes qui sont assez exigeants pour la population, mais qui du coup impliquent davantage de personnes et ça c'est peut-être même sans doute la valeur ajoutée aussi de notre système. Alors, pour rebondir sur ce que vous avez dit, vous avez parlé finalement d'initiatives qui peuvent parfois être très complexes. On pense notamment aux initiatives sur la finance, mais aussi aux initiatives qui touchent à l'international. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un désintérêt peut-être des gens pour les projets de loi, les projets sociétaux, lorsqu'ils ne voient plus trop la force finalement d'un gouvernement? C'est-à-dire que dans un monde dans lequel la guerre en Ukraine peut complètement ravager les éventuels futurs projets sociaux, qu'il faut retarder, il faut s'activer dans l'urgence finalement pour répondre à cette crise. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le même effet, par exemple, pour les GAFA qui peuvent sortir à tout moment un nouveau produit ou un nouveau concept qui fait que le gouvernement est obligé de prendre des mesures et d'ériger de nouvelles lois euh, alors que finalement, comment dire, il réagit plutôt qu'il agit, il ne construit pas. Est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse finalement du gouvernement dans un monde qui se complexifie? Alors c'est clair qu'il y a des systèmes qui se complexifient. Je ne crois pas que ça réduit la capacité d'action d'un gouvernement ou d'un pays. Et on se rend compte, par exemple, quand je vais récolter des signatures dans la rue ou bien faire campagne pour un thème, les gens ont une opinion. Et ils comprennent. Ils comprennent très bien la thématique, ils comprennent très bien ce qui se passe. Et je pense qu'il n'y a pas un déficit de compréhension et de capacité au sein de la population. Au contraire, elle a les informations, elle est capable de comprendre et elle est capable de défendre son opinion. Et ça, pour moi, c'est vraiment extrêmement important pour qu'une démocratie elle fonctionne. C'est que finalement, toutes les informations soient là.
qu'on sache dans quel système on va, qu'on ait des idées, qu'on sache dans quel système on veut aller aussi, et puis qu'à la fin, ça fonctionne, que les solutions qui sont apportées par le politique, elles paraissent finalement pertinentes. Alors c'est clair, on est en Suisse, c'est jamais très pailleté, c'est jamais très rapide, mais à la fin, ça marche. Et pour moi, c'est ce qui compte. Et en tout cas, c'est ce que j'aime échanger, et discuter avec les gens. Parce que je me rends compte que eux aussi ont cette volonté. Et j'ai l'impression qu'on va dans le bon sens. Certes, c'est pas simple. C'est pas, et d'ailleurs, les solutions faciles sont pas toujours les bonnes solutions. Mais à la fin, c'est des solutions qui sont justes qu'on doit viser. Et c'est ce qu'on vise et c'est ce à quoi on travaille maintenant, en tout cas. On va parler maintenant un tout petit peu de la guerre en Ukraine et de la place de la Suisse à l'international. On va notamment faire un détour par une déclaration du président Thierry Burkhardt, président du PLR donc, qui voudrait un rapprochement de la Suisse avec l'OTAN. Comment cela est-ce compatible pour vous du coup avec la neutralité suisse ou est-ce incompatible et cela voudrait dire qu'il faudrait laisser en arrière finalement ce concept de neutralité. Pourquoi, du coup, aussi cette déclaration? Pourquoi vouloir ce rapprochement avec l'OTAN? Quels sont vos arguments? Ouais. Bon, alors c'est clair, la guerre en Ukraine, elle était, pour nous, elle était inattendue, euh, surtout à notre époque. C'est une catastrophe humaine, économique aussi, environnementale, évidemment aussi. Et elle a des conséquences déjà aujourd'hui, elle en aura encore à l'avenir. Et cette déclaration du président du PLR, c'est plus une conséquence de ce qu'on constate aujourd'hui par rapport à la politique de sécurité. On va venir peut-être après par rapport à la sécurité d'approvisionnement de la Suisse, mais on a une première question qui se pose, c'est la politique de sécurité tout court. Comment est-ce qu'on protège notre territoire? Comment est-ce qu'on se rassemble? Comment est-ce qu'on s'organise finalement pour garantir que la sécurité de la population, elle soit assurée? Et l'OTAN, alors on sait bien que la Suisse toute seule va sans doute pas être attaquée. La Suisse n'a pas la même situation que l'Ukraine. Elle est au milieu de l'Europe. Sans doute que l'OTAN sera attaquée avant que la Suisse soit attaquée. Les pays de l'OTAN seront attaqués avant que la Suisse soit attaquée. Et la volonté de se rapprocher de l'OTAN, c'est plus pour créer des synergies, pour créer des exercices en commun, pour arriver à, finalement, s'il y a une nécessité un jour, d'avoir une efficacité commune et être capable de défendre notre territoire. La Suisse reste neutre. Et là, je pense que c'est un point qui est extrêmement important parce que, en tout cas, c'est ce que j'entends toujours et en tout cas, c'est ce que, pour ma part, je défends aussi, c'est que la Suisse doit rester neutre. C'est extrêmement important. Être neutre, ça signifie pas ignorer. Et être neutre, ça signifie pas se placer au milieu dans un conflit. Ça signifie se placer du côté du droit. En l'occurrence, la Suisse l'a fait dans ce contexte-là. Et j'espère bien qu'on continuera de le faire à l'avenir. Mais bien évidemment, je comprends le débat qu'il y a aujourd'hui et toutes les questions. Et c'est assez sain finalement de se poser ces questions. Mais on doit toujours avoir la même idée en tête, c'est que la neutralité, elle apporte beaucoup plus aujourd'hui à la Suisse que toute autre situation pourrait apporter si tout à coup on changeait de statut. Hmm. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un risque d'effet domino finalement, un effet d'escalade? Car si maintenant, du fait de l'attaque russe sur l'Ukraine, la Finlande par exemple demande un rapprochement avec l'OTAN, la Russie se voit plus ou moins obligée de réagir et de condamner, avec le risque encore une fois d'envenimer le conflit. Si en plus de cela la Suisse, qui se veut pays neutre par excellence, demande également un rapprochement avec l'OTAN, ça crée finalement une séparation de plus en plus claire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'accélération du conflit avec cette stratégie? Il y a plein de pays qui ont beaucoup d'intérêts. Et même, autant horrible que ça puisse paraître, même dans une guerre, on sait qu'il y a des pays qui ont des intérêts. Vu la situation de la Suisse, vu aussi son manque de ressources, vu sa capacité d'exporter et son marché, la Suisse n'a aucun intérêt à cette guerre. Son intérêt à la Suisse aujourd'hui, c'est que la paix, elle soit trouvée le plus vite possible. Et c'est la raison pour laquelle on doit offrir notre aide humanitaire, on doit offrir notre compétence en matière de diplomatie et on doit maintenir tous les canaux possibles pour exploiter et pour encourager l'échange, pour trouver une issue vers la paix. Donc ça, c'est l'intérêt aujourd'hui de la Suisse, c'est que ça s'arrête.
Et donc, il n'y a aucun intérêt à maintenir ou à aller vers une escalade ou à encourager encore la Russie à poursuivre. Ça, c'est évident. Après, ce qu'il adviendra demain par rapport aux décisions qu'on prend aujourd'hui, c'est bien difficile de vous le dire. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la situation et notre politique de sécurité n'est peut-être pas suffisante par rapport à ce qu'on constate à finalement une distance qui est autant proche d'autres grandes capitales qu'on connaît pourtant bien. Parlant de se faire des alliés, je vous propose que l'on évoque un tout petit peu l'échec des renégociations de l'accord cadre avec l'Europe. Les Verts libéraux, on a récemment demandé d'ouvrir la possibilité d'une adhésion à l'espace économique européen, cela dans le cas où il n'était pas possible de renégocier ces accords. Euh, pour, pour vous, est-ce que finalement c'est quelque chose qui n'est pas envisageable? Qu'est-ce que vous pensez finalement des négociations que l'on a actuellement avec l'Europe, qui est quand même notre partenaire économique le plus puissant et le plus important? Est-ce que pour vous, il est quand même essentiel de garder notre autonomie, notamment juridique, car en cas d'adhésion à l'espace économique européen, du coup, on devrait se soumettre à certaines lois ou à certains grands principes du droit de l'Union européenne. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre position, du coup, sur cette question-là? L'Europe, c'est notre allié, non seulement économique, mais en plus c'est notre voisin. Donc c'est évident qu'on doit travailler avec l'Europe, on doit vivre avec l'Europe. Et c'est pas pour autant qu'on doit laisser l'Europe influencer notre propre politique et s'immiscer dans nos propres décisions. Et c'est là où il y a l'équilibre qui est à trouver. L'accord cadre, de toute façon, il y avait des points sur lesquels c'était pas possible de revenir visiblement. Le Conseil fédéral a décidé de mettre fin à ces discussions et de repartir avec de nouvelles négociations, ce qui était très compliqué au vu du climat, du nombre de dossiers qui étaient sur la table. Mais au final, je pense que ce n'est pas mauvais de continuer sur la voie des bilatérales, de renforcer encore la notion des bilatérales, de travailler vraiment par secteur. On l'a vu notamment dans le domaine de la recherche qu'il y a vraiment des intérêts qui sont partagés d'autres pays. Et d'autres pays ont vraiment fait la demande même à l'Union européenne que la Suisse puisse rejoindre le programme Horizon notamment. Donc ça démontre à quel point non seulement la Suisse est demandeuse, mais en plus les autres pays le sont aussi. Donc la Suisse a quelque chose à offrir. La Suisse a une valeur aussi pour l'Europe. L'Europe a une valeur pour la Suisse. Et je pense qu'on doit parler en tant que partenaire. On ne parle pas en tant qu'enfant à leurs parents. Et on doit revenir sur ce niveau de négociation. Alors, les négociateurs sont sur place. Les négociations doivent se poursuivre. Ça, c'est évident. L'échange et la discussion ne doivent jamais cesser. Maintenant, ce qui est important, c'est de renforcer les bilatérales et de trouver des solutions en cas de conflit, c'est-à-dire avec un règlement pour trouver des solutions en cas de conflit avec un poids égal des deux parties, ce qui n'était pas le cas dans le cadre de l'accord cadre. Voilà. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur votre carrière, sur votre parcours politique, ainsi que sur votre parti politique. La première question que j'aimerais vous poser, finalement, elle est assez évidente, c'est pourquoi être entré en politique? Comment se fait-il que vous êtes en politique? Également, pourquoi le PLR? Est-ce que c'était pour vous une évidence? Est-ce que vous avez regardé d'autres partis avant et finalement, c'est celui-ci qui correspondait le plus à vos idéaux? J'aimerais aussi qu'on revienne sur votre poste actuel. Vous êtes député au Conseil des États. Vous êtes d'ailleurs la plus jeune du pays à tenir cette fonction. Je me suis aussi amusé à faire un petit calcul et je me suis rendu compte que si l'on exclut Thierry Burkhardt, la moyenne d'âge au sein du comité national du PLR est relativement jeune. Elle est en dessous de 45 ans. Et même Thierry Burkhardt est juste aux alentours de la cinquantaine. C'est quand même extrêmement jeune pour un parti politique suisse. On sent un renouveau ou une volonté de renouveau au sein du PLR, notamment en ce qui concerne la réouverture de certaines thématiques. Par exemple, vous avez récemment réouvert le dossier du nucléaire. Voilà, un méli-mélo, il y a beaucoup de questions. Il y a tellement de questions. Je vais commencer par la première. Comment je suis arrivée en politique? Je pense comme beaucoup de monde dans ce pays, en m'intéressant à certaines questions, en voulant savoir, en étant de nature très très curieuse aussi. Et d'abord, j'avais pas du tout un parti politique. J'étais allée à plusieurs assemblées de partis pour voir un peu les échanges. C'était plutôt des partis de droite et du centre quand même. Et très vite, j'ai eu cet intérêt pour le débat, pour la vie politique.
Et très vite, je me suis engagée d'abord au sein des jeunes. On a créé la section universitaire des jeunes libéraux radicaux à Fribourg. Et ça m'a passionnée, en fait, cette vie politique, ce débat, cet échange. J'ai tout de suite aimé ça. J'ai jamais eu l'intention de faire une carrière politique. Ok. Et pour moi, ça n'a jamais été, et même encore aujourd'hui, c'est pas un but en soi. D'avoir une fonction politique, c'est pas un but en soi. C'est un moyen de faire quelque chose, c'est un passage de vie où, ma foi, on apporte autant qu'on peut. Et tout ça, ça vient de la reconnaissance finalement que j'ai d'être née en Suisse, dans un pays où on n'a pas tout, c'est vrai, et je viens pas d'une famille aisée, mais on a au moins la chance de pouvoir choisir ce qu'on veut faire. Et ça, pour moi, c'était très, très précieux. De me dire finalement, d'où qu'on vienne, qui qu'on est, on a la possibilité de se dire, voilà, j'ai envie de faire ça de ma vie. Alors après, avec les accidents de vie qui existent et avec tout ce qui fait que l'être humain est ce qu'il est, mais on a au moins cette possibilité. Et ça, c'est notre pays qui fait que c'est possible. Et c'est aussi la politique qui fait que c'est possible. Et donc, j'avais cette volonté vraiment et cette reconnaissance, et j'avais cette volonté de rendre un peu de ce qui m'a été donné. Le PLR, parce qu'il y a cette liberté d'échange, il y a surtout cette passion pour le débat que j'aime beaucoup et que j'exerce encore. Et puis, j'ai commencé effectivement dans les jeunes, et puis ensuite au législatif de la ville de Bulle, ensuite à l'exécutif, ensuite au Grand Conseil du canton de Fribourg. Et puis, la candidature au Conseil des États, c'était un petit peu, pour moi, plus la volonté de faire campagne, de me saisir à nouveau des thématiques fédérales que j'avais un petit peu laissées de côté en étant à l'exécutif d'une ville, et puis ensuite au Grand Conseil cantonal. Donc j'étais plus dans les sujets communaux, cantonaux, et j'avais bien envie de débattre et de reprendre en fait les sujets fédéraux que j'adore et que j'avais déjà en tant que vice-présidente des jeunes libéraux radicaux suisses. Et cette campagne, c'était l'occasion. J'avais pas vraiment, je m'étais pas fait de film, vous voyez. Enfin, à 32 ans, voilà, c'était un très bon exercice, une très belle expérience. J'ai adoré vivre cette campagne. J'ai eu la chance de pouvoir la vivre avec des personnes qui étaient autant engagées, qui avaient autant envie, et aussi avec des citoyennes et des citoyens qui posent des questions, qui ont envie de débattre. Et ça, pour moi, ça a été une véritable chance qui m'a permis d'accéder au Conseil des États. Et aujourd'hui, j'ai bien l'intention d'en faire le meilleur des usages et puis de servir Fribourg autant que possible. Oui, pardon, c'est vrai que je me suis lancé dans un monologue de questions, mais du coup, je voulais revenir sur le PLR, sur cette question d'âge au sein du comité national, c'est-à-dire sur cette question de volonté de redynamisation du parti, notamment comme je l'évoquais tout à l'heure, en rouvrant la porte au débat sur le nucléaire. J'aimerais savoir finalement, cette fois-ci en tant que vice-présidente du PLR, dans quelle direction est-ce que vous essayez d'amener le parti quels sont les objectifs et les défis finalement qui attendent le PLR et quelle est votre vision actuelle du PLR? Mais, un parti qui a sa place dans une démocratie, c'est finalement un parti qui est diversifié, qui a autant des hommes, des femmes que des personnes de toutes les générations et aussi de toutes les professions, des différents milieux. Et c'est ça qui fait à la fin que les propositions d'un parti, elles ont du sens. Et puis qu'on arrive à apporter des vraies solutions à ce que les gens vivent au quotidien et pas seulement de tirer des grands plans sur les comètes, quoi. Et l'idée du PLR aussi, finalement, c'est d'avoir une grande diversité. Alors, vous l'avez dit, c'est vrai, je dirais pas que c'est un hasard, mais quand même un peu, parce que c'était pas une quête d'avoir ce type de profil dans l'équipe qui présidait le PLR. Surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 6 personnes à la tête du PLR en tant que président et vice-président, mais il y a toute une série de personnes autour, et on a une grande diversité dans les groupes de travail, dans les différentes commissions, dans les parlementaires. On a vraiment toutes les générations qui sont représentées, et pour moi, c'est extrêmement important, parce que plus que l'âge, je pense que c'est l'expérience qui compte, et puis c'est le vécu, et puis et les préoccupations vraiment à un certain âge qui font qu'on a envie d'apporter des solutions aussi aux personnes de notre génération. Donc on a vraiment cette mixité au sein du PLR, et on va la préserver. Et c'est aussi tout ce qui fait qu'un parti a un avenir ou pas.
c'est le fait d'avoir une relève, c'est le fait d'avoir des jeunes. Vous êtes dans les jeunesses, en l'occurrence, dans votre canton. Vous voyez aussi à quel point c'est important de se dire, voilà, il y a des gens qui sont là et ce qu'on fait, ça a quand même du sens. Il y a des gens qui vont continuer aussi de le faire parce qu'on sait que ça prend du temps en politique et finalement, il faut aussi une relève pour continuer le travail. Et puis, bien évidemment, pour voir aussi les défis de cette génération. Chaque génération a ses défis, chaque génération a son vécu et un parti politique doit avoir toutes les générations pour être vraiment représentatif de la population. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une thématique qui tient à cœur le PLR ou alors un objectif pour l'avenir du PLR? Quels sont finalement les combats les plus urgents selon vous auxquels doit s'attaquer ou auxquels va s'attaquer votre parti? C'est vrai qu'il y a, en fait, on est face à d'énormes défis et j'ai une nature très très optimiste, mais il y a un point qu'on peut que regretter, je pense aujourd'hui, c'est l'absence de réforme dans certains domaines. Alors, c'est jamais la faute à une personne seulement, mais on a eu une absence de réforme, notamment dans la prévoyance vieillesse. Et c'est dommage, parce que c'est les générations présentes qui le payent, et c'est les générations futures aussi qui vont le payer. Et là, on a besoin plus seulement d'une génération de politiciennes et de politiciens. Et là, quand je parle de génération, je ne parle pas seulement d'âge, mais en fait, tous les politiciennes et politiciens actuels. On n'a plus seulement besoin de personnes qui sont capables de voir le problème et d'apporter une réponse. On a besoin de personnes qui sont courageuses et qui osent faire des réformes qui vont permettre autant aux générations présentes d'avoir des systèmes, par exemple une AVS, par exemple des systèmes de santé qui tiennent la route et qui répondent à leurs besoins, qu'aux générations futures de continuer à profiter de ces systèmes-là et de ne pas épuiser les ressources avec cette génération. Et c'est extrêmement compliqué, c'est pas toujours populaire, mais c'est nécessaire. Moi, je pense qu'on a une population et on a un système avec la démocratie notamment qui nous permet de le faire parce que les gens sont conscients des problèmes. Ils ont envie aussi de trouver des solutions. Et maintenant, on doit y aller. Alors, c'est clair que ça ne va pas être ça ne va pas être des révolutions, mais on doit aller de l'avant. Et notamment, quand je parle des réformes, je pense à AVS 21. Oui. C'est une réforme qui est nécessaire. Maintenant, on doit faire un pas en avant pour finalement garantir à cette génération, mais aussi aux prochaines, de bénéficier encore d'un système de prévoyance sociale comme on connaît aujourd'hui, basé sur la solidarité. Et ça, c'est une des réformes qui est nécessaire. Il y en a d'autres qui sont nécessaires et vous avez parlé avant de l'approvisionnement énergétique. Oui, alors on va parler de la transition énergétique. On va notamment faire un petit détour par le débat sur le nucléaire, car comme je disais tout à l'heure, le PLR a récemment rouvert cette question-là dans un papier de prise de position. C'est vrai que du coup, après 2011, après l'accident de Fukushima, la quasi-totalité de la population et des partis ont fait la demande de se retirer de cette énergie par peur d'un éventuel accident et de la dangerosité que cela représenterait. Pourquoi avoir rouvert aujourd'hui cette question après les décisions du plan 2050 de se retirer vraiment du nucléaire? Est-ce que la population a moins peur? Est-ce vraiment vrai dans un contexte de guerre où cette fois-ci on a un petit peu quand même cette peur du nucléaire, cette fois-ci militaire et non civile, avec Poutine qui menace d'appuyer sur le bouton rouge comme il le dit lui-même? Quel avenir pour la dépendance énergétique de la Suisse sans et avec cette énergie? Oui, quelle est votre position du coup sur le nucléaire? Le premier point qui est important, c'est que le PLR et moi-même, et je ne serais pas au PLR si c'était le cas, ne défend pas le fait de construire des centrales nucléaires comme on les connaît aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qui a aussi animé tout ce débat, c'est que quand on parle de centrales nucléaires, on n'a qu'un terme en français, c'est une centrale nucléaire, et quand on en parle, on imagine celle qu'on a aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas. La prise de position du PLR est de manière beaucoup plus sérieuse. Le papier de position qui a été validé à la quasi-unanimité des délégués du PLR, ce n'était pas un papier pour les centrales nucléaires, c'était un papier pour l'approvisionnement énergétique. Et en tout premier lieu, pour booster la construction des infrastructures nécessaires qui nous permettent finalement d'avoir une certaine autonomie.
c'est difficile, on n'a pas de ressources, de matières premières en Suisse, mais d'avoir quand même une certaine indépendance au niveau de notre production énergétique. Et on a la possibilité maintenant, en premier lieu avec les énergies renouvelables, et on doit mettre les bouchées doubles vraiment là-dedans. Ça veut dire avoir des réformes aussi au niveau de la loi sur l'aménagement du territoire, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop de blocages. Ça veut dire avoir une certaine cohérence au niveau des recours aussi, parce qu'on ne peut pas vouloir les énergies renouvelables, puis en même temps faire opposition à tous les projets d'infrastructures pour des énergies renouvelables. Et ça, c'était le premier point et le point le plus important sans doute de notre prise de position par rapport à la sécurité d'approvisionnement énergétique. Le deuxième point, c'était la recherche. Et effectivement, on veut que la recherche continue et soit intensifiée pour ne pas fermer la porte au nucléaire s'il y a la possibilité d'avoir cette technologie de manière sûre pour la population, parce que finalement, c'est celle qui nous permet aujourd'hui d'avoir de l'électricité et surtout d'avoir une énergie qui est neutre au niveau des émissions CO2. Et c'est quand même l'une de nos premières préoccupations. Alors, c'est très particulier parce que quand on compare les partis, on voit que les Verts en Suisse sont totalement contre, alors que les Verts dans d'autres pays sont totalement pour. Et ça démontre à quel point faire de la politique, c'est pas tout le temps, et c'est peut-être l'erreur qu'il y a eu à une époque, c'est pas lié à une seule actualité. On doit être capable de voir plus loin. Et là, je comprends que le nucléaire fasse peur, que le nucléaire, comme on le voit aujourd'hui, comme on voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, fait peur. Ça ne veut pas dire que les centrales nucléaires des prochaines générations doivent faire peur, parce qu'on doit avoir la capacité de voir un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de cette électricité. Et très concrètement, on parle de blackout, mais ce n'est pas vraiment des blackouts, parce que les blackouts, c'est des questions techniques, mais très concrètement, on parle de pénurie en termes d'électricité, et ça c'est réel. C'est un des premiers risques pour notre pays. C'était même avant la pandémie, donc c'est dire à quel point c'est réaliste. Et ça, c'est très dangereux pour la population. À partir du moment où on coupe l'électricité, il faut prendre conscience de tout ce que ça représente. Ça veut dire pas d'approvisionnement, aussi en termes d'alimentation. L'eau, à un moment donné, vous n'y avez plus accès si vous n'avez pas d'électricité. Les voitures, il n'y a pas de mobilité. Rien que vous dire, la barrière du train se descend avec de l'électricité. Donc, ça pose d'énormes problèmes. Et on doit absolument éviter ça, et on doit avoir une politique d'approvisionnement d'énergie et d'électricité qui est beaucoup plus crédible que ce qu'on a aujourd'hui. Du coup, si j'essaie de résumer, qu'est-ce que vous proposez très concrètement? Est-ce qu'il faut qu'on investisse plus dans la recherche de nouvelles technologies autour du nucléaire? Est-ce qu'il faut que l'on construise de nouvelles centrales? Est-ce qu'il faut quand même, du coup, qu'on laisse une place plus importante aux énergies renouvelables? Qu'est-ce que vous proposez très concrètement? Alors, très concrètement, la première mesure, c'est d'investir encore davantage dans les énergies renouvelables et de faciliter la construction. Ça, il faut absolument que ça devienne, qu'on atteigne des taux intéressants au niveau des énergies renouvelables, parce qu'on en a besoin. Et puis parce que c'est possible à un certain niveau. Par rapport à l'énergie nucléaire, on doit effectivement intensifier la recherche, on doit effectivement participer aussi aux programmes internationaux pour comprendre ce qui se passe ailleurs et puis aussi exploiter finalement ces connaissances, parce que finalement, il n'y a pas de frontières, et on sait qu'à partir du moment où il y a un accident, il nous impacte nous aussi. Et je trouve que c'est un échec quand on voit que d'autres pays, et la Suisse va sans doute aussi le faire, mais continue de prolonger finalement l'utilisation des centrales actuelles, alors que finalement il vaudrait bien mieux utiliser des nouvelles générations et des nouvelles technologies. Et là, dès le moment où on a des nouvelles technologies qui sortent, il faudra être capable de les financer, de les construire, de les exploiter. Et évidemment, on parle d'un horizon à 30 ans. Donc, oui. C'est pas demain, c'est long, c'est loin, mais il faut une volonté populaire, il faut une volonté politique, et le besoin, il est là. Et voilà, c'était la fin de cette première partie du 3e épisode de Politicus avec la députée au Conseil des États, Johanna Gapani. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. La partie 2 arrive extrêmement rapidement. Merci à toutes et à tous de nous écouter, et on se retrouve très bientôt.